Comme tous les mini-ateliers, il est enregistré pour que vous puissiez avoir accès a posteriori sur l'intranet. Les vidéos sont à disposition sur l'intranet du FU. Donc aujourd'hui, l'atelier est dédié à la prise en charge médicamenteuse. Alors, je vais vous partager le diaporama de suite. Voilà, donc juste pour resituer, hein, donc c'est notre 4e atelier. Si on le rattache à la HAS et au manuel de certification, on est dans le chapitre 2, les équipes de soins. Donc pour rappel, les 3 précédents mini-ateliers concernaient le chapitre 1, le patient. Il y a 3 chapitres, le patient, les équipes de soins et l'établissement. Donc là, on arrive dans le chapitre 2, les équipes de soins. Le médicament, la prise en charge médicamenteuse est abordée de nombreuses fois dans le manuel de certification, hein, puisque c'est un processus qui est assez complet et complexe. Donc, on le retrouve à plusieurs endroits. Donc, on va le retrouver dans l'objectif 2 qui concerne tout ce qui est la pertinence des parcours, des actes et des prescriptions et argumentés au sein de l'équipe. Dans l'objectif 2.2, les équipes sont coordonnées pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire tout au long de sa prise en charge. Et dans l'objectif 2.3, qui est les équipes maîtrisent les risques liés à leur pratique. Pardon. Donc, on va y revenir dessus, hein, sur les différents attendus de la Haute Autorité de Santé. Mais avant ça, donc, je vais laisser la parole à Rémi Collomb pour faire l'introduction. De quoi parle-t-on? À quoi ça sert? Merci beaucoup, Carole, et bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, la partie prise en charge médicamenteuse, donc c'est un processus qui est très transversal, étant donné que tout patient hospitalisé, de toute façon, va y être confronté, et tous les services de soins. Quand on dit prise en charge ou circuit de médicaments, hein, donc avant, c'était plutôt lié à du produit, hein, donc le médicament lui-même, et depuis plusieurs années maintenant, on parle bien de prise en charge thérapeutique du patient. Et dans cette prise en charge médicamenteuse, il faut entendre médicaments et dispositifs médicaux. Donc, on est plutôt sur produits de santé que médicaments. Même si, effectivement, dans le texte, vous verrez plutôt ce terme, c'est vraiment la totalité qu'il faut avoir en état d'esprit. Donc, tous les patients concernés, transversal avec énormément d'acteurs, puisqu'en fait, ça va concerner, vous rappelez les grandes étapes, hein, donc prescription, avec un, mais souvent plusieurs médecins. Prescriptions qui vont se renouveler tout au long du parcours. On aura toute la partie administration, plus ou moins complexe, hein, puisque vous savez que les médicaments, on va faire un focus très particulier sur les médicaments au risque, mais voilà, vous avez des médicaments péros ou injectables avec prêt à l'emploi ou pas. Voilà, il y a vraiment toute une gamme, entre guillemets, de produits, de produits de santé qui sont concernés. La partie dispensation, donc, qui peut être intercalé entre la prescription et l'administration, mais pas toujours, hein, parce qu'on va utiliser directement les médicaments qui sont en stock, par exemple. Et après, tout ce qui est suivi, et là, c'est vraiment très partagé par rapport aux patients. Donc, énormément d'acteurs, plusieurs médecins, différents infirmiers, côté équipe pharmaceutique, donc on entend pharmaciens et préparateurs. Notamment, il y a aussi tout ce qui est manutention pour le côté transport, parce qu'il y a des conditions un peu particulières pour certains produits, et tout ce qui est suivi, bénéfice et efficace ou pas. Ne pas oublier donc le patient, puisqu'en fait, le patient, l'idée, c'est que ce ne soit pas un 20 mots en termes d'acteur de sa santé, et vous l'avez vu dans la première diapo, donc effectivement, le patient doit être non seulement informé, mais aussi, il faut vraiment qu'il soit acteur, puisqu'en fait, l'hospitalisation ne sera qu'une étape, finalement courte, la plus courte possible, de son parcours, et il aura quelques modifications, donc soit des traitements qui seront arrêtés, modifiés ou mis en place, et du coup, quand il va ressortir donc chez lui en ville, soit seul s'il est autonome, soit avec l'aide de l'entourage ou éventuellement des professionnels de santé, il faut qu'il puisse se les approprier. Donc là aussi, des liens également, on le verra avec la conciliation, vers les autres professionnels de santé pour que justement toutes les modifications pendant l'hospitalisation soient au courant, donc en tout cas soient informés en ce qui concerne le côté médical et pharmaceutique notamment.
Donc, pour résumer, l'HAS avait ressorti, parce que finalement, c'était un vieux concept, mais relativement simple. Donc, c'était les 5 B. Hein, donc, le bon médicament, la bonne dose, la bonne voie, le bon moment et le bon patient. Et si on retourne finalement en termes de gestion de risque de l'autre côté de la force, hein, je dirais les 5 M, ben, ça va être tout ce qui est mauvais médicaments, donc tout ce qui est erreur de médicaments, soit mauvais médicaments parce que je me suis planté de médicaments ou de patients, soit que finalement ce n'est pas adapté en termes de pertinence, toutes les erreurs ou les problématiques de dose, ça peut être des doses hors AMM, mais ça peut être des doses aussi qui peut-être sont adaptées à Rémi, mais peut-être pas à Carole, mais inversement. Les bonnes voies, donc il y a tout ce qui est frein aussi avec les voies notamment éjectables. Le bon moment, parce que souvent il y a de temps en temps soit des interactions, soit entre plusieurs médicaments, soit avec l'alimentation. Donc le côté chronologie est aussi important. Et de temps en temps, lorsqu'il faut respecter toutes les 8 heures, toutes les 12 heures, c'est vraiment avec ces créneaux-là, parce que c'est une durée d'efficacité particulière. Et le bon patient, je l'ai dit, sur le côté tout ce qui est identito. Donc là, on est moins sur un côté spécifique, mais on rentre sur le côté identito-vigilance. Donc voilà à peu près le chapeau de ce processus qui est particulièrement regardé quand même par l'HAS. Et aussi dans les parties, quand on regarde les différents rapports sur les processus plus ou moins maîtrisés, bah, très souvent, la prise en charge médicamenteuse, malheureusement, fait partie des top processus moins maîtrisés que les autres. Voilà, Carole. Merci. Ben, Floriane, je te laisse de suite la parole pour présenter les attendus pour la visite de certification. Alors effectivement, comme on l'a dit précédemment, il y a quand même la prise en charge médicamenteuse voilà, est importante dans le manuel de certification HAS. Il y a énormément de critères basés dessus. On en retrouve un petit peu dans le chapitre 1, mais essentiellement dans le chapitre 2, de par la gestion, la maîtrise des risques, la maîtrise des pratiques. Donc, tous ces critères touchent les différentes étapes des processus que Rémi a bien rappelé, hein, de la prescription jusqu'à la sortie du patient. Et ce qu'on va rechercher globalement à travers ces différents points d'attention, les experts visiteurs vont regarder est-ce que les bonnes pratiques soient bien respectées sur ces différentes étapes. Mais également, on va rechercher aussi que l'information soit bien donnée aux patients et que la traçabilité soit retrouvée dans le dossier. Donc, comme à chaque fois pour les experts visiteurs, hein, on réalise ce qu'il est nécessaire et on trace dans le dossier ce que l'on a bien fait comme preuve a posteriori. Donc, quelques petits exemples, puisque là, vous allez voir, il y en a beaucoup, ne serait-ce que juste dans la gestion globale des médicaments. On va avoir en s'entretenant, donc les experts visiteurs en s'entretenant avec le patient et les professionnels, ils vont vérifier si le patient a bien eu la bonne information qui touche ces traitements, que ce soit pendant son hospitalisation ou juste avant, pour préparer, avant de sortir, pour préparer justement cette sortie. Donc, comme le disait Rémi, hein, pas que les médicaments, mais les médicaments et tout ce qui va être dispositifs médicaux, donc implantables ou administration de produits sanguins labillés. Petite particularité, la conciliation médicamenteuse va être regardée pour les situations les plus à risque. Donc, c'est un critère avancé pour la HAS et donc, il sera regardé dès lors que nous maîtrisons déjà tous les autres critères. Mais voilà, il est important de savoir dans quelle situation ou dans quel service on a mis en place cette conciliation médicamenteuse. Alors, Carole, est-ce que tu peux avancer? Donc, vous aurez à disposition, puisque là, on ne va pas avoir le temps de regarder tous les critères, mais un autre exemple, justement, sur donc la gestion globale des médicaments. On va regarder, bien évidemment, vous le savez maintenant, l'administration, ce qui concerne l'administration des médicaments. Donc, on va regarder, est-ce que ça, vous le voyez par exemple en Flash Observe, à ce que les médicaments soient bien identifiables jusqu'à son administration, qu'on ait bien fait attention à la concordance entre la prescription que l'on a pour le patient et l'administration. Donc, tout ceci, ce sont des éléments que l'on regarde nous déjà, par exemple à travers des évaluations telles que le Flash Observation.
Alors, nous avons, là, c'est pour la gestion globale. Vous pourrez avoir accès aux différents critères. Vous voyez, il en a déjà 2 pages et pourtant, on a condensé. Il y a aussi des critères spécifiques à des médicaments, donc un médicament spécifique, donc sur l'utilisation des antibiotiques. On a 2 critères spécifiques. Et donc là, on va s'entretenir plus particulièrement avec les professionnels pour voir comment ils sont formés, comment ils utilisent et comment donc ils maîtrisent bien l'utilisation de ces antibiotiques. Enfin, sur la gestion des médicaments à risque, et c'est ce qui nous intéresse parce que celui-ci est un critère impératif, donc nous devons le maîtriser. Je le rappelle, si un des éléments d'évaluation n'est pas respecté pour ce critère, nous pouvons voilà, avoir des soucis sur le résultat final de cette certification. Donc, il nous faut absolument maîtriser cet élément-là. Et cela passe par la sensibilisation et la formation des professionnels aux risques spécifiques induits par l'utilisation des médicaments, par le respect des bonnes pratiques sur les médicaments à risque à toutes les étapes du circuit, donc que ce soit pour les médicaments globaux ou l'A++ sur les médicaments à risque, l'accès à la liste mise à jour, hein, bien évidemment, des médicaments à risque et la connaissance des règles de stockage qui peuvent être spécifiques pour ces médicaments. Donc, tous ces éléments-là vont être vus auprès des professionnels. On va s'entretenir avec eux pour bien s'assurer qu'ils connaissent tous ces éléments-là. Et enfin, en observation, on va aller vérifier que justement, les conditions de transport, de stockage et d'administration pour le produit à risque sont bien maîtrisées et adaptées par rapport à ce type de médicament. Merci Floriane. Donc, si on reprend quels sont les points de difficulté qui remontent de ce processus en reprenant par la caméra, il faut l'activer là. Tu veux l'activer? Alors, bien sûr, il y a d'autres points de difficulté, mais là, on a mis en exergue ceux qui remontent sur l'ensemble du CHU. Si on reprend la prescription, au travers de différentes évaluations, des événements désirables, enfin de toutes les données qu'on a, les points de difficulté qui remontent sur la prescription, c'est tout ce qui est l'information du patient sur son traitement. Ça, lorsqu'on interroge le patient via l'enquête ISATIS, par exemple, ou autre questionnaire de satisfaction, le patient, souvent, n'est pas informé sur son traitement. On n'y a pas expliqué pourquoi on lui prescrivait ce traitement, pourquoi on lui modifiait son traitement personnel, par exemple. Donc voilà, c'est quelque chose qui ressort, tout ce qui est information. D'ailleurs, tout ce qui concerne globalement l'information, vous l'avez vu dans les ateliers précédents aussi, c'est un aspect qui ressort comme point de difficulté. Ensuite, là, c'est plus donc pour les professionnels, il y a différents supports de traçabilité, il y a différents outils de prescription, il n'y a pas forcément d'interface entre les différents supports de prescription. Ça peut être un point de blocage. Ensuite, si on prend l'étape de dispensation, je vais laisser Rémi prendre la parole pour ne pas dire de bêtises. Donc, en fait, ça, c'est des points qui ne sont pas remontés, pointés par la chaise, entre guillemets, mais c'est la vraie vie quotidienne. Étant donné qu'effectivement, tout le long, les prescriptions peuvent bouger. Bon, vous avez les grands événements, les visites, les staffs ou les choses comme ça, où les prescriptions vont être modifiées. Donc, nous, côté pharmacie, on va les valider au niveau pharmacien. Et ensuite, ça va être édité par les préparateurs, mais jusqu'à un certain horaire, en fait. Donc, on va se caler 1 à 2 fois par jour, ça dépend des services. Et du coup, par exemple, on va sortir les dernières validations à 14 heures environ pour avoir le temps de préparer les médicaments. Mais c'est sûr que du coup, si la prescription a été validée ou a été modifiée vers 16-17 heures, au moment où vous allez recevoir les médicaments, ça va peut-être moins correspondre. D'où l'intérêt des dotations, des choses comme ça. Le deuxième point, c'était les conditionnements. Donc, vous savez que malheureusement, il n'y a pas tous les médicaments qui se retrouvent sous conditionnement unitaire. Donc, de temps en temps, on est obligé de découper les blisters et autres. Donc là, on essaye pour certains médicaments, en tout cas, pour les médicaments à risque, donc du coup, de les surconditionner.
c'est-à-dire qu'on découpe, mais là, du coup, il n'y aura plus le numéro de lot, le nom complet, et éventuellement donc toutes les mentions à la fois légales, mais aussi intéressantes, hein, pour identifier bien évidemment le médicament jusqu'au bout, jusqu'à l'administration. Donc là, on surconditionne. On est en train de regarder aussi avec d'autres méthodes pour éventuellement même les demi-comprimés ou les quarts de comprimés qui de temps en temps posent problème. Donc ça, on le fait notamment lorsqu'on va préparer des pilululiers, que ce soit à tendre ou un peu plus récemment sur cimier. Et on espère, on va dire, dans les 2-3 ans, d'avoir un vrai automate, entre guillemets, un robot qui puisse le faire de manière automatique. Merci. Donc ensuite, sur l'étape de transport, une absence de traçabilité au départ de l'APU et à l'arrivée dans les services. Bon, ben voilà, on a des remontées comme quoi des fois, les médicaments sont laissés devant la porte du service, par exemple. Il n'y a pas de traçabilité, donc il n'y a pas, enfin, on ne peut pas forcément remonter, voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils sont arrivés là. Donc voilà, ça c'est une difficulté qui remonte, hein, sachant qu'il y a quand même des pistes aussi envisagées, notamment sur un système de scannet qui pourrait tracer le circuit de ces médicaments. Donc ça, juste un point pour compléter. Donc effectivement, le côté traçabilité des médicaments, parce que bon, d'une part, c'est des médicaments, c'est des produits particuliers, mais il faudrait faire attention aussi sur la partie frigo, étant donné que de temps en temps, donc on fait partir des médicaments frigo, et c'est sûr que si on reçoit les caisses à 4-5 heures et que c'est pas identifié, que ça va traîner entre guillemets dans les services, même si c'est dans des pochettes isothermes. Donc du coup, ponctuellement, donc pas hyper fréquemment, mais quand même de manière régulière, on peut avoir des soucis effectivement de non-réception, puisqu'en fait, nous, on livre les caisses, mais on ne va pas jusqu'à rouvrir les caisses, mettre les médicaments du frais au frigo. Donc, il a tout ce qui est étiquette pour informer, mais il y a une vigilance aussi à avoir par rapport à ça, parce qu'autrement, d'une part, il y a une perte financière, et de l'autre côté également, éventuellement un risque s'il y a une rupture de chaîne de froid pour ce type de produit. Ensuite, au niveau de la détention, stockage, souvent on retrouve donc une absence de traçabilité systématique des contrôles. Par exemple, pour le contrôle de la température des réfrigérateurs qui doit se faire quotidiennement, souvent ça l'est pas. Ou alors on peut retrouver aussi des températures aberrantes. Notées, des moins 6, voilà, sans forcément qu'il y ait un contrôle derrière pour savoir pourquoi on a cette température aberrante. Voilà, aussi des fois la traçabilité au niveau du contrôle des péremptions, voilà, tout ce qui est contrôle systématique. Ensuite, au niveau de l'étiquetage des tiroirs à médicaments, donc ça peut être les chariots Orbis, hein, qui parfois est étiqueté au numéro de chambre dans certains secteurs. Dernièrement, on a eu un audit externe sur l'identitovigilance où l'auditrice nous a clairement dit que c'était vraiment un écart majeur d'avoir un étiquetage au numéro de chambre et non pas au nom, prénom, date de naissance du patient. En rappelant bien que la sécurité prime sur la confidentialité et pas l'inverse. Ensuite, la gestion des clés des stupéfiants. Donc ça, on le retrouve aussi au travers des résultats des Flash Observe, hein, que cette gestion des clés pose souvent problème. La mise à disposition de ces clés. Des fois, les professionnels partent avec ou elle n'est pas disponible pour l'autre professionnel. Donc ça, c'est vraiment une problématique qui nous est remontée. Au niveau de l'administration, pareil, on retrouve l'étiquetage des sables, des perfusions, des injectables au numéro de chambre dans certains secteurs. Là aussi, hein, l'audit externe nous l'a pointé comme un écart majeur. Donc pareil, la sécurité doit primer sur la confidentialité. Enfin, sur l'étape de sortie, dans la lettre de liaison à la sortie, donc je vous le rappelle, c'est un indicateur national qui fait partie de la qualité de la lettre de liaison à la sortie. On retrouve un champ concernant le traitement médicamenteux. Et en fait, si on ne retrouve pas la traçabilité de la réévaluation du traitement personnel ou de la mise en place de nouveaux traitements, le critère n'est pas conforme. On n'est pas conforme à nos indicateurs nationaux. Voilà un peu tout ce qu'on retrouve, sachant qu'on aurait pu rajouter aussi tout ce qui concerne les événements désirables. On a peu d'événements désirables médicamenteux
liées à la prescription et l'administration des médicaments qui nous sont remontés. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas, c'est tout simplement parce qu'ils ne sont pas remontés et ce qui pose problème pour avoir justement une marge d'amélioration, puisque si on ne sait pas, on ne peut pas agir. Voilà, donc on aurait pu le marquer aussi comme point de difficulté. Ensuite, on va passer sur qu'est-ce qui existe au CHU sur le sujet. Donc là, je vais laisser la parole à Mélanie Alcaraz, qui est l'ingénieure qualité du pôle pharmacie. Donc oui, donc ce qui existe au niveau du CHU à destination des patients. Donc on l'a vu tout à l'heure sur des parcours un peu ciblés tels que l'allogreffe, la chirurgie bariatrique, la géronto ou encore la maison d'arrêt de Nice. Donc on va avoir des entretiens pharmaceutiques avec les patients, donc notamment celui qui est le circuit le plus abouti, ça va être sur l'allogreffe, avec vraiment ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'information du patient. Ça va vraiment permettre aux patients d'avoir une très bonne information de ses traitements, de ce qui va être arrêté lors de son hospitalisation, de ce qui va être reconduit, de ce qu'on va supprimer, de ce qu'on va modifier et établir vraiment avec lui selon ses habitudes quotidiennes. S'il préfère prendre ses médicaments le matin, à jeun ou peut-être un petit peu plus tard, d'établir avec lui vraiment un pilulier sur toute une semaine et d'établir des petits sachets parce que ce sont des patients qui vont avoir énormément de médicaments à prendre. Donc, de les amener vraiment à réfléchir leur prise de médicaments pour qu'ils soient observants et qu'ils puissent vraiment les suivre et que ce soit adapté à eux et pas à un patient lambda. Et c'est ce que fait très bien donc la pharmacienne qui travaille avec ses patients. Et donc on voit aussi vraiment l'intérêt du coup du pharmacien dans cette prise en charge, c'est que le pharmacien va aussi avoir un rôle, un autre rôle en plus du médecin, je dirais. Puisque c'est vrai que le patient va peut-être confier des choses qu'il ne confierait pas à un médecin de peur d'un jugement. Donc, par exemple, des patients qui disent ben voilà, moi je prends telle ou telle huile essentielle en plus de mes traitements. Et ben là, la pharmacienne va pouvoir ajuster en disant attention, non, là il y a une interaction avec tel médicament, donc il ne faut pas prendre ces huiles essentielles. Donc des choses sur lesquelles avant, ça passait un petit peu, on passait à côté parce que les patients finalement dans les entretiens avec les médecins, n'avaient peut-être pas le temps de s'exprimer autant ou trouvaient pas cette écoute qu'ils vont avoir avec le pharmacien et ou n'osaient pas, hein. Des fois, c'est vrai qu'on a un petit peu la peur de la blouse blanche du médecin et du coup, ça va permettre une autre approche et une meilleure observance. Donc, c'est vrai qu'on suit aussi des indicateurs pour voir derrière, est-ce que le rejet pour les allogreffes, est-ce qu'il y a une meilleure adhérence aux patients et du coup, ça se voit derrière par rapport au rejet du greffon ou pas, hein, s'il y a du coup un meilleur taux de survie derrière. Donc c'est vraiment très intéressant aussi au niveau de la chirurgie bariatrique puisque du coup, on va avoir une modification de l'absorption des médicaments. Donc du coup, là, le pharmacien a vraiment tout son rôle à jouer pour expliquer aux patients comment prendre ces médicaments et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, à destination des professionnels, on a mis énormément de choses en place sur N9Doc. Donc, le traitement personnel, la gestion des dotations, des bonnes pratiques de prescription avec des fiches de calcul de dose. On aura aussi des fiches réflexes qu'on a mis en place donc, suite à la… Ah non, pardon, je pensais que c'était les fiches réflexes des médicaments à haut risque, mais pas du tout. Donc sur les médicaments stupéfiants, que d'ailleurs on est en train de revoir, sur la règle des 5B, donc tout ce qu'on a dit au niveau des frigos, donc les conduites à tenir en cas de panne des réfrigérateurs, etc. Donc où déplacer, avec bien sûr un réfrigérateur à avoir en suppléant, je dirais. Donc, si notre frigo tombe en panne, de suite appeler la pharmacie, savoir combien de temps ils peuvent rester au frais. Voilà, est-ce qu'on peut déplacer dans un autre frigo? Est-ce qu'il peut rester à température ambiante? Donc toutes ces petites fiches que l'on va mettre aussi donc, dans tout le travail qu'on a fait sur les médicaments à haut risque avec des classeurs muraux. On va aussi pouvoir retrouver tous ces documents, ces petites fiches réflexes dans les classeurs muraux pour vraiment avoir un petit dossier médicaments et s'il arrive quelque chose, qu'on puisse se référer directement à ces documents.
Donc, des documents de traçabilité, donc pour le contrôle des péremptions, pour le contrôle des températures des frigos. Et du coup, tout ce qui est matrice des médicaments à haut risque qui ont été faites finalement dans la plupart des unités. Là, au niveau du CHU, on a bien avancé sur ce travail. Donc, c'est bien. Je félicite tous les gens qui sont là et qui ont participé à ce travail. Et du coup aussi, un travail très intéressant qu'on a mené avec Katia Muller sur les médicaments potentiellement inappropriés. Donc, on retrouve aussi sous Zenof-Doc. Donc, ça a été un travail qui a permis là d'effectuer des sensibilisations, donc peut-être dans certaines de vos équipes. Donc, soit des sensibilisations si les taux qu'on avait retrouvés de prescription de médicaments potentiellement inappropriés chez le sujet âgé étaient plutôt bons. Et du coup, peut-être un approfondissement, donc avec vraiment une sensibilisation plus pour les équipes où il y avait un fort taux de prescription de médicaments potentiellement inappropriés. Donc ce sera aussi ça, un travail qu'on va devoir remener d'ici quelque temps pour voir si du coup les actions de sensibilisation qu'on a menées auprès des équipes ont porté leurs fruits. Donc ensuite, on retrouve les supports de traçabilité Orbis, le livret thérapeutique aussi qui est sur l'intranet et enfin, les dispositifs d'évaluation qu'on a fait là dernièrement, la semaine dernière, l'audit PECM sur les étudiants de l'IFSI. Donc l'audit spécifique chimio qui est en train, là encore, beaucoup d'actions d'amélioration qui ont été mises en place à la suite de cet audit spécifique avec les cadres de santé qui portent le projet. Donc, où tout le monde travaille dessus en collaboration, toutes les équipes qui font de la chimiothérapie pour mutualiser toutes les actions. Donc, c'est très intéressant. Et les traceurs, donc comme a dit Floriane tout à l'heure sur les antibiotiques, on a mené des traceurs ciblés au sein du CHU. Ça remonte déjà à 2021, donc sur les antibiotiques. Et là, on va faire, avant la certification, la deuxième vague de traceurs un peu plus ciblés, plutôt médicaments à haut risque. Et enfin, les formations. Donc là, c'est plutôt Rémi, je pense, qui maîtrisera le sujet. Mais donc, les médicaments d'urgence, la prise en charge médicamenteuse du patient, des cas cliniques, des médicaments à risque et la vision 360 avec vraiment la prise en charge médicamenteuse du patient avec un nouvel outil de vision 360 degrés au niveau du bloc où le patient, finalement, avant une intervention au bloc, peut regarder, s'immerger en fait dans un bloc et regarder un petit peu qu'est-ce qu'il va, voilà, de quel environnement il va retrouver au niveau du bloc et les petits points qui va pouvoir se déstresser du coup avant, avant l'arrivée au bloc du patient. Merci. Peut-être Rémi, en effet, tu peux compléter sur la partie formation puisqu'il y a 2 intitulés qui s'appellent 360. Il y a aussi la formation 360 à destination des préparateurs, des infirmiers et des ingénieurs qui a été réalisée. En fait, c'est vrai qu'il y a 2 360. Il y a un côté réel et virtuel. Donc, le côté réel, c'est ce que tu viens de préciser. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'avoir vraiment une vision globale du patient avec le côté pluri-pro. Et après, la partie réalité virtuelle qui est en train d'être faite avec le bloc opératoire. Donc là, c'était financé par les CHU de Nice côté CACES. Et du coup, la partie bloc opératoire est un projet largement collaboratif, puisqu'en fait, on le fait avec plusieurs hôpitaux. Et c'est aussi avec l'égide de plusieurs sociétés savantes, la Société française de pharmacie clinique, on a la SFAR, on a Europharmat, on a 2 Omedit également qui sont intéressés là-dessus. Donc là, c'est une version beaucoup plus large, mais on vous le montrera. On essaiera que ça soit opérationnel pour la partie accréditation, certification. Il faut saluer aussi toute la partie de l'équipe d'hygiène du CHU de Nice, parce qu'en fait, vous avez 3 volets avec le bloc opératoire. Vous avez la partie prise en charge médicamenteuse qui a été plus faite avec le côté SFAR. On a la partie hygiène qui a été faite avec le CPS Nouvelle-Aquitaine et toute l'équipe opérationnelle d'hygiène, dont plusieurs personnes sont ici présentes. Et du coup, ça sera présenté aussi au niveau du congrès qui va arriver, là, la CF2H. Merci.
Donc bon, on a dit beaucoup de choses, hein, vous le voyez, on a abordé à plusieurs reprises les médicaments à haut risque, qui est un critère impératif. Donc du coup, je vous propose de faire un petit partage d'expérience pour concrètement que vous compreniez quel est le projet qui se cache derrière médicaments à haut risque. Donc, pour ça, encore Rémi, je te laisse l'expliquer. Alors, je vais faire un côté partage d'écran, comme ça sera peut-être plus simple. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Donc en fait, donc, comme l'a dit Carole, effectivement, depuis plusieurs années, on nous demande de travailler avec raison, hein, c'est tout à fait pertinent, sur les médicaments à risque, à haut risque. Donc il y a eu plusieurs termes qui ont été utilisés. Parce qu'en fait, la littérature montre qu'effectivement, il y a pas mal d'effets iatrogènes médicamenteux, mais qui sont un peu comme la loi de Pareto, hein, qui sont souvent liés à un petit nombre, un nombre restreint, je dirais, de médicaments. Donc là, il y a plusieurs origines sur ces médicaments dits à haut risque. C'est d'une part les médicaments à faible zone thérapeutique. Donc vous savez que tout médicament, il y a des zones d'efficacité et des zones donc, avec un risque de surdosage notamment. Et plus cette zone thérapeutique sera étroite, c'est-à-dire qu'avec peu d'augmentation de posologie, je vais risquer d'avoir pas mal d'effets secondaires, plus ce médicament va avoir un risque particulier. Mais pas que. Ça peut être aussi lié au conditionnement qui n'est pas adapté, notamment sur le côté pédiatrie, ou s'il a besoin de matériel, par exemple. Donc, au niveau de littérature internationale, donc, il y a des listes comme ça, hein, internationales, qui ont listé un certain nombre de produits. Et ensuite, on nous demande effectivement de travailler. Donc, toute la problématique, c'est de combiner finalement une démarche institutionnelle, puisqu'en fait, bien évidemment, il faut que ça soit avec une vision globale, avec la même méthodologie, mais vous voyez bien que suivant l'utilisation, suivant les services de soins, certains médicaments ne seront pas appropriés, parce que soit qu'ils ne sont pas utilisés, ou c'est des médicaments à risque, mais souvent utilisés, donc on estime que ça peut être maîtrisé. Donc jusqu'où aller? Donc là, l'idée, c'était d'aller au niveau des services, pour vraiment s'approprier et identifier ces médicaments, donc les médicaments dans mon unité de soins, qui sont donc à haut risque. Donc ça, c'était la matrice que je vais vous présenter maintenant. Mais après, par contre, par médicament, la conduite à tenir, là, bien évidemment, étant donné que c'est lié aux médicaments, il faut que ces conduites à tenir soient institutionnelles. Effectivement, au début, lorsqu'on parle avec les médecins et infirmiers, donc souvent, c'est tous les médicaments sont à risque. Donc, une fois ça dit, l'idée, c'était de travailler avec eux sur deux notions, donc une matrice, la fréquence d'utilisation, d'une part, et le niveau de maîtrise. Est-ce que je suis capable de bien l'utiliser et de savoir identifier les effets secondaires, les surdosages et des conduites à tenir. Donc, vous voyez qu'il y a finalement 4 cases. On a en haut à droite donc, le carré d'or, hein, en vert. Donc, c'est des médicaments qui sont certes identifiés comme à risque, hein, dans la littérature, mais par contre, c'est souvent utilisé et j'estime que mon utilisation est maîtrisée. C'est-à-dire que j'ai une bonne connaissance. Et quand je dis je, c'est vraiment toute l'équipe, hein. Bien évidemment, il ne faut pas que ce soit uniquement un ou deux experts dans l'unité de soins qui maîtrisent. Il faut vraiment que ce soit une maîtrise partagée par l'ensemble de l'équipe de l'unité de soins. Donc, connaissance, ça va l'ensemble du circuit, hein, des prescriptions, l'administration, le suivi, les conduites à tenir, qu'il y a des protocoles, etc. Le deuxième niveau, c'est finalement, je l'utilise moins, mais je sais quand même encore l'utiliser. Hein, donc, l'utilisation est maîtrisée, mais l'utilisation est plus ponctuelle. Ensuite, vous avez deux niveaux où là, on rentre réellement dans la partie risque. Donc, en bas à gauche, c'est des médicaments qui sont peu utilisés, et j'utilise moins, l'utilisation est peu maîtrisée. Donc, et ensuite, le carré vraiment dangereux, puisqu'en fait, là, c'est des médicaments que non seulement je ne maîtrise pas, mais en plus que j'utilise souvent. Donc, vous voyez que finalement, si on avait le temps, on fera un peu le tour de table ou le tour d'écran pour dire que finalement, les actions vont être différentes suivant ces différentes situations. Donc, le carré vert, certes, je maîtrise, je l'utilise souvent, mais il faut faire attention aux habitudes.
Vous savez qu'il y a des turnovers qui sont importants en termes de personnel. Je maîtrise, donc finalement, j'utilise toujours les mêmes protocoles ou pas, mais finalement, ce cas particulier, ce patient est un cas particulier. Donc là, c'est quand même sensibiliser sur maintenir la vigilance et attention aux habitudes et aux nouveaux arrivants. Le deuxième carré, donc le bleu, qui est en haut à gauche, donc vous vous rappelez, hein, c'est je le maîtrise, quoi, je pense le maîtriser, mais je l'utilise moins. Donc là, le risque, c'est finalement, j'ai une perte de maîtrise, parce que vous savez que c'est toute la différence entre la connaissance et la compétence. Ben, finalement, c'est uniquement en faisant de manière régulière que je garde ce savoir-agir. Donc là, il faut poursuivre les formations hein, de manière régulière. Et là, bien sûr, la stimulation a tout à fait son sens pour s'entraîner sur ce type de médicament. Et là aussi, éviter qu'un personnel A forme le personnel B, qu'au fur et à mesure, ce soit des formations un peu dégradées de bouche à oreille, mais que ce soit vraiment des formations tout à fait adaptées par rapport à cette situation. Si on va dans les deux zones un peu plus à risque, sur la partie donc, en bas à droite, là, c'est un risque majeur. Parce qu'en fait, je l'utilise souvent et en plus, je ne le maîtrise pas. Donc là, c'est des formations à mettre vraiment en urgence pour que ça rebascule sur les deux carrés un peu plus haut par rapport à ça, voire alternative, s'il n'y a pas éventuellement d'autres thérapeutiques qui sont moins à risque et qui me permettraient de sécuriser quand même mes patients. Et enfin, le dernier carré, donc en bas à gauche, l'idée, c'est de se dire, je l'utilise peu, je le maîtrise peu. Bon, déjà, on va regarder s'il faut ou pas le laisser dans les dotations, parce que finalement, j'ai beaucoup moins cette maîtrise et je n'ai pas cette expertise au niveau de l'équipe, hein, puisque finalement, il y a très peu de personnes qui vont l'utiliser. Et là aussi, donc l'idée, c'est de regarder s'il y a des équivalences et s'il n'y a pas d'équivalence, former, notamment simulation, mais aussi théorique, pour que ça rebascule finalement sur les deux écrans au-dessus. Donc voilà à peu près le concept hein, qu'on avait présenté aussi à d'autres établissements, pour que ça soit comment combiner finalement une approche individuelle au plus près du service et une approche institutionnelle. Merci Rémi. Par rapport aux médicaments à haut risque, est-ce que une personne qui est connectée et qui a travaillé sur ce sujet pourrait prendre la parole pour un peu témoigner, partager son expérience, même si le projet n'est pas abouti, hein. Je sais que tous les pôles ont commencé à y travailler, donc je vois Madame Mana dire oui. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole. Et bonjour, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui, alors nous, on a effectivement travaillé sur le projet. On a mis en place la matrice, le classeur dans l'unité. On a eu l'audit aussi des étudiants le 17. Alors, c'est quand même, oui, c'est vrai que c'est un bon support, en tout cas pour les soignants. Et juste, alors, je vais juste dire le seul problème qu'on a qui est sur la forme, en fait, c'est que le classeur pour la matrice est en forme paysage. Le reste, les fiches réflexes, elles sont en forme portrait. Non, c'est l'inverse, pardon. Elles sont en forme paysage. Et c'est vrai qu'en fait, pour les soignants qui sont dans la salle de soins, quand ils doivent en fait, comment dire, regarder la fiche, en fait, c'est un petit peu problématique. On peut évidemment enlever le classeur, mais c'est vrai que voilà, si on pouvait faire quelque chose là-dessus. Mais après, sur le reste, c'est vrai que quand même, c'est un bon support. D'accord. Oui, je pense qu'après, sur la forme, on peut essayer de faire quelque chose, hein. Il faut qu'on regarde. Merci. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole par rapport à ce sujet? Non? Bah alors, on va passer. Moi, Oui, j'ai une madame. petite question, s'il vous plaît.
Madame Mana, comment vous avez démarré le travail dans certains services? Parce qu'effectivement, il y a certains services qui s'interrogent encore sur les médicaments à risque. Oui. Bon, alors, ils ont effectivement les supports, etc., etc. Mais derrière, il y a une vraie mobilisation, interrogation sur les pratiques. Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ça pour les services qui ne seraient pas très à l'aise encore par rapport à la mise en œuvre de ces outils? Oui, ça y est, c'est fait. Oui, alors en fait, on a travaillé avec donc la pharmacie directement, avec l'ingénieur qualité et avec les infirmières, les médecins aussi du service. Et en fait, on s'est concerté, on a fait plusieurs, en fait, bon, c'est des échanges de mails bien sûr. Ensuite, on a identifié les médicaments à haut risque sur notre unité. Voilà comment ça s'est fait. C'est tout simple, hein, en fait. Ça a demandé bien sûr peut-être quelques semaines parce que c'est vrai que le temps que tous les médecins, de voir aussi avec les infirmières, l'ingénieur qualité, moi-même, ce qu'on pouvait mettre sur les fiches. Mais alors, en fait, c'est assez simple finalement et c'est vrai que voilà, le résultat était abouti. Il n'y a pas eu trop de problématiques en fait. Pour compléter, c'est un outil assez pédagogique quand même, parce que ça permet de dire le médicament, je le connais, je le maîtrise, je le connais, mais je ne le maîtrise pas forcément. Et c'est vrai que ça permet effectivement, je pense, de graduer un peu le niveau de connaissance des éléments concernant ces médicaments à risque, ce qui sont vraiment un questionnement. Hein. Je ne sais pas, là, le docteur Torel qui est connecté. Oui. Peut-être par rapport à ces médicaments à risque dans les services, est-ce que c'est un travail que vous avez déjà élaboré ou qui questionne et qui interroge les pratiques quand même? Alors oui, effectivement, comme vous a dit Madame Mana, ça a été des échanges de mails sur les différents médicaments à risque qui avaient été identifiés dans le service et qui a permis de voir si on avait tous la même maîtrise, la même perception déjà du fait que c'était un médicament à risque ou pas. Le dispositif, il est bien engagé chez nous, mais il n'est pas encore complètement abouti. Donc oui, je suis d'accord, hein, c'est une réflexion qui est indispensable et c'est quelque chose d'assez simple là avec le dispositif en place. Merci. Merci. Sylvia Benzaken, vous leviez la main. Oui, Carole, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la Géronto là, parce qu'en CME nous a été présenté il y a 2 ou 3 mois le travail de Véronique Maillan sur les médicaments. Et donc, la Géronto, effectivement, mais c'est surtout pour comme la certification cible sur des populations particulières. Finalement, les patients âgés, Géronto, je ne sais pas à quel âge ça démarre, mais c'est la majorité des patients du CHU. Donc peut-être faire plus de publicité, entre guillemets, sur ce travail qui a été fait avec la pharmacie et avec l'équipe médicale et médico-soignante de Géronto. C'est parce que je ne l'ai pas vu dans vos diapos et dans le tableau de la diade de Clara spécifiquement. Et comme c'est à la fois médicaments à risque et population particulière, je pense que pour l'assertif, et puisque j'ai la parole, alors je vais poser 2 questions. Je suis étonnée de ne pas avoir, comme c'est un vrai souci pour les labos et Thibaut est là, la prescription, le nom, enfin, tout est Orbis prescrit pour le médicament, Rémi? C'est tout Orbis? En fait, tout est informatisé, sauf l'ARIA, donc sur Pasteur. Voilà. On a effectivement 80-90%, c'est Orbis. On a des soins critiques sur la partie Métavision. Et depuis peu, et là c'est bien aussi pour l'assertif en termes de sécurité, la partie néonate et réa-néonate, avec le Logipren qui a été mis en place de manière très récente. Donc là, finalement, on couvre quasiment la totalité des services par l'informatisation. Il ne nous reste plus que l'ARIA de Pasteur 2. Ok, donc là, c'est la prescription, on n'a pas de souci, c'est tracé. Ok, et voilà. Et mon autre question, c'était, eh ben non, c'était les 2 choses que je voulais poser.
Pour les MPI, les médicaments potentiellement inappropriés, Mélanie en a parlé, hein, donc je suis peut-être pas la personne la mieux placée pour en parler, mais oui, hein, le travail a été fait. Il y a des interventions dans les staffs des différents pôles. Peut-être, je sais pas, Rémi, Mélanie ou quelqu'un du pôle RAP, si vous voulez prendre la parole pour en parler. Il y a Madame Dessière qui est connectée aussi. Peut-être que quelqu'un peut nous en parler parce que c'est un gros travail qui a été fait, ça. Hein. C'est super intéressant. Médicaments inappropriés. Donc en fait, c'est vrai que ça a été présenté au niveau de la CME. Donc l'idée, c'était qu'effectivement, ça ne sera pas uniquement les services de gériatrie de Cimier ou de Tende, mais aussi sur l'ensemble des services. Donc là, c'est un gros travail qui a été fait par la Comédims Personnes âgées, avec toute l'équipe de Dr Maillan, Dr Caprice, les cadres également. Et l'idée, c'était de croiser un peu, on a repris la méthode HAS en fait, avec deux notions. D'une part, finalement, le taux d'utilisation de ces médicaments, donc pour identifier où ils sont utilisés, et le niveau de pertinence, étant donné que dans certains cas, ça reste tout à fait pertinent. Donc en jouant finalement sur ces deux niveaux, on a identifié donc les zones où c'est fortement utilisé, et là aussi, on joue sur le côté pertinence ou pas. Et ensuite, finalement, suivant le grade, et suivant ce taux de non-conformité, là où c'est important, majeur, donc il a l'intervention à la fois côté médical et pharmacien, et autrement, il a le deuxième niveau, finalement, où c'est plus du rappel, où c'est la partie pharmacie et ou ingénieur qualité qui fait ce niveau par rapport à ça. Effectivement, c'est un beau travail collaboratif, et ces informations sont aussi sur Orbis, parce qu'en fait, il a quelques icônes et des informations qui rajoutent ce type d'informations au moment de la prescription. Thibaut, tu voulais intervenir ? Non, merci Rémi pour toute ton intervention. Moi, je réfléchissais en termes de communication, parce qu'on parle beaucoup d'InnovDoc, notamment sur les fiches réflexes, etc. Je ne suis pas certain que tous les services aient l'habitude, ou le personnel l'habitude, d'aller chercher des renseignements sur InnovDoc. Et je regardais Intranet, justement. Tout à l'heure, tu parlais du livret thérapeutique. Alors, je retrouve le VIDA, mais finalement, je n'arrive pas à retrouver le livret thérapeutique sur l'intranet et sur le nouvel intranet. Et je me demandais si justement, à partir du moment où cet intranet il a été refondé, si on n'avait pas un travail à faire pour faire plus de liens à partir de l'intranet qui est peut-être plus interactif pour le personnel, les soignants, peut-être à tort, hein, enfin, je ne sais pas, c'est une image que j'en ai, pour retrouver ce genre d'informations. Alors, le livret thérapeutique, dans le sens, est-ce que le médicament est référencé ou pas? Là, c'est par défaut via Orbis, parce que finalement, c'est paramétré via Orbis, parce que régulièrement, il y a des changements de marché, des choses comme ça. Après, effectivement, peut-être des listes, en tout cas, les astuces, où chercher l'information, comme les médicaments inappropriés, par exemple, on pourrait effectivement re-renchérir, entre guillemets, la partie livrée, ou en tout cas l'intranet, avec certaines parties. L'idée que ce soit un médicament à risque ou un médicament inapproprié, c'était vraiment sur, finalement, quelles sont les bonnes questions à se poser. Et, pareil, bon, si on attend, on reviendra sur la partie soit traitement personnel, soit autre, information aux patients, par exemple. Mais l'idée, c'est vraiment que chacun soit vigilant sur ses pratiques et au moins se pose les bonnes questions. Laura ? Non, Et après, on reprendra le fil oui, de la c'est pour présentation. sur la remarque de Thibaut. Effectivement, on a des équipes au niveau des médicaments à haut risque qui nous ont fait remonter ça aussi en nous disant le classeur mural, c'est bien, mais quand on est dans la chambre et qu'on a le chariot Orbis et que finalement, c'est là où on a une urgence et où on aurait besoin peut-être de savoir quelle est la conduite à tenir, on n'a pas d'outils en fait finalement en chambre et on n'a peut-être pas forcément le temps de retourner dans la salle de soins pour regarder le fameux classeur. Donc c'est vrai qu'on a eu des demandes au niveau des équipes de le mettre sur Orbis, ce qui n'est pas possible avec l'outil Orbis actuellement. Et du coup, on avait pensé à le placer sur l'intranet. Donc peut-être effectivement à voir si on arrive à faire comme le fameux kit PECM qu'on veut mettre sur InnovDoc, peut-être à le placer sur l'intranet avec tous les documents relatifs à la prise en charge médicamenteuse. D'accord, ok.
Donc, bon, c'est envisagé, hein, la mise à disposition de tous ces documents. Alors, on va juste reprendre le fil de la présentation, puisque tout à l'heure, on a évoqué quelques points de difficulté, notamment sur les contrôles systématiques et leur traçabilité. Donc, le secteur de réa néonate a quelque chose à proposer, donc on va l'écouter. On va écouter ces trucs et astuces. Bonjour à tous. Du coup, oui, pour répondre à tout ce qui était... je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir. Est-ce que vous voyez? C'est pas très net, peut-être. Oui, un peu petit, Oui. mais on voit. Je vais essayer de zoomer. Si j'y arrive. C'est mieux? Oui. Oui. Du coup, nous, pour répondre à la partie notamment, donc tout ce qui était les problématiques au niveau détention des médicaments, et pour répondre aussi à tout ce qu'on peut contrôler lors des flash observations qui sont faites tous les mois dans les secteurs, on a mis en place des missions, si on peut appeler ça comme ça, pour les soignants de l'unité. En fait, ce tableau-là, c'est le tableau qui répartit les soignants jour-nuit par rapport aux enfants et aux chambres. Et donc, sur la dernière colonne, vous avez les missions qui correspondent à la chambre et donc à la soignante qui s'occupe de cet enfant. Donc, en fait, on a tous les critères Flash Observe qui sont repris, notamment tout ce qui est traçabilité des températures frigo, vérification des péremptions de la pharmacie, tout ce qui est stup, et ça permet aussi de savoir pour la clé des stup qui possède la clé des stup. Si jamais, donc, dans l'urgence, on a besoin de s'adresser à cette personne, au moins, c'est écrit quelque part et on sait à qui s'adresser pour récupérer la clé des stup. Et après, on a rajouté quelques autres vérifications qui incombent au service, notamment tout ce qui est, donc nous, on a des appareils à gazo, tout ce qui est la vérification des postes et des couveuses qui sont en chauffe, voilà. Et tout ce qui est chariot d'urgence qui est contrôlé, tracé en réa quotidiennement et pas tous les 15 jours comme ça peut être le cas dans d'autres services. Je ne sais pas si c'est très clair, s'il y a besoin de plus d'explications. Oui, j'avais une question par rapport au fonctionnement. Du coup, en fait, la dernière colonne, elle reste fixe, c'est ça? Et c'est les infirmières qui changent de chambre, mais en fait, les tâches sont fixées aux chambres. Les tâches sont fixées aux chambres. Et par contre, il est possible qu'une infirmière, par exemple, si on prend la chambre 6 et la chambre 7 tout au bout du tableau, l'infirmière, elle a 2 missions, entre guillemets, à s'occuper. Et vu que ça change, c'est jamais quotidiennement les mêmes infirmières qui sont dans les mêmes chambres, ben, elles n'ont pas forcément la même mission. Après, évidemment, si par exemple, en chambre 1, c'est une fin de vie ou quoi, et que l'infirmière a plus besoin d'être auprès de l'enfant, les soignants d'une autre chambre vont réaliser ces missions. Ce n'est pas gravé dans le marbre et fixe. S'il y a une grosse problématique, quelqu'un d'autre le fait à sa place. Mais au moins, ça a permis de se dire, je sais que j'ai une vérification, un contrôle à faire. Et on a remarqué par rapport au Flash Observe, notamment sur tout ce qui est température, frigo et péremption, on n'était pas très bon avant, que ça a eu un réel impact. Bon, il y a encore des dates manquantes parce qu'il y a des fois où ça saute quand même, mais c'est quand même beaucoup mieux. Après, pareil, sur les stup, il y a quand même, c'était sur le pôle FME le critère où il y a le plus de noms sur le Flash Observe, parce que c'est compliqué pour les soignants de se dire je détiens la clé. C'est pas totalement, ça a réglé certains soucis, mais c'est pas totalement acquis, on va dire. D'accord, donc vous avez quand même noté une amélioration, un impact sur toutes les traces. Ce travail. Oui. Sur toutes les traces, oui, il y a eu un vrai gros impact. Le chariot d'urgence, il y a vraiment eu un gros. Il est parfait. Pas parfait, mais il y a plus de quoi qu'on va dire. Sur les stups, c'est vrai que le fait que ce soit une clé, c'est un peu compliqué. Mais voilà. D'accord. Merci. Et est-ce que ce genre de choses est transposable sur d'autres secteurs? Pour nous,
là, on l'a déjà fait donc en réa et en néonat, en réa, pardon, et en soins intensifs. Mais par exemple, en hématologie, où aussi on a ce système de tableau avec les patients et les soignants, oui, pour moi, oui, c'est transposable. Il faut pouvoir avoir un espace où c'est visible par tous les professionnels, savoir qui fait quoi. Après, dans la plupart des unités, même en salle de naissance, il y a aussi un tableau où il y a le numéro de chambre. Enfin, il faut voir. Ça peut être une alternative. D'accord, merci. Merci pour ce petit astuce, en espérant que ça donne des idées à certains d'entre vous qui rencontrent ce genre de difficultés. Avant de passer à la conclusion et au point de vigilance, est-ce que dans les 2-3 minutes qui nous restent, vous auriez des questions ou des retours, des partages d'expérience également? Moi, j'ai une petite question, si ça ne vous ennuie pas, si je peux me permettre. Par rapport à la formation, au 360, Rémi, tu as évoqué le bloc, mais il y a également une formation. Alors, je ne sais plus exactement, je ne sais plus comment elle s'était libellée. Peut-être Carole, il y avait cette formation, on travaillait avec le pôle parcours patient, mais également la coordination des soins. Carole, peut-être de le rappeler. Oui, bien sûr. En fait, c'est vrai que, alors il y a quelques temps maintenant, hein, je vois aussi que Madame la dame est connectée. On avait monté, donc avec la CGS, la pharmacie et le pôle parcours patient, une formation qui s'appelait aussi 360, qui était sur 2 jours, et vraiment on voyait un peu tous les aspects de la prise en charge médicamenteuse. Elle était à destination des soignants. En priorité, mais il y avait le préparateur aussi c'était vraiment le binôme préparateur-soignant. On y intégrait aussi l'ingénieur du pôle, et vraiment à l'issue de ces 2 jours, le service qui était représenté repartait avec son plan d'action, enfin les 2-3 actions sur lesquelles il s'engageait. Et donc, du coup, on abordait un certain nombre de sujets, dont les erreurs médicamenteuses, voilà, tous les fondamentaux de la prise en charge médicamenteuse. Et entre les 2 sessions, les 2 journées, il y avait un vie ma vie. Donc, les préparateurs allaient un jour, ou enfin peut-être pas un jour, mais quelques heures au sein du service de soins, et inversement. Et vraiment, je sais que c'était quelque chose qui plaisait énormément, ce Vie ma vie, qui intéressait vraiment les professionnels. Et du coup, on avait de bons retours sur cette formation, qui a été un peu en stand-by, hein, du coup, pendant 2 ans, et qui serait intéressant de relancer. Je ne sais pas, du coup, Régine, qui est là et qui a participé de manière très active à cette formation, si tu veux prendre la parole. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Oui, en effet, c'était très intéressant, et c'est vrai qu'on avait on avait expérimenté le Vie ma vie, et ça plaisait beaucoup aussi bien aux préparateurs qu'à nos infirmiers. Et c'est vrai qu'on a dû, je ne sais pour quelle raison, l'abandonner, certainement parce qu'on était tous occupés les uns les autres, et c'était difficile de trouver certainement des dates, mais c'est vrai que moi je me souviens, c'était une expérience intéressante. Est-ce que c'est un projet de remise en œuvre ou c'est juste un souvenir d'un passé lointain? Alors, c'est repoursuivi en fait, hein, de manière légèrement différente, peut-être décalée par rapport à la formation, c'est-à-dire que les préparateurs vont aussi dans les services de plus en plus, au niveau de l'archi notamment, puis on essaie de faire pareil sur Pasteur. Donc, cette notion un peu de vie ma vie et de présence préparateur de manière régulière pour aider sur le côté organisation est mis en place. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être demandé, Rémi, par une équipe, ou qui peut faire l'objet ça a fait l'objet d'une communication institutionnelle, où les équipes sont au courant de ces possibilités de faire ce genre de choses? Sur l'archer, oui, sur Pasteur également, hein, parce qu'il y a des cadres, hein, j'ai vu qu'il y avait des cadres ici présents, notamment 4 préparateurs qui ont fait ce côté vie ma vie. Donc c'est aussi à la fois sur le côté cadre et sur le côté préparateur.
c'est toujours quelque chose qui est actif et qu'on peut effectivement mobiliser en fonction d'un besoin ou tout simplement mobiliser parce que ça fait partie d'un programme qui couvrira à terme de nouveau l'ensemble du CHU. Tout à fait. D'accord, parfait. Bon, ben, c'est au moins une information. Si tout le monde n'avait pas cette information, là, elle est de nouveau passée. Juste avant, excusez-moi, Carole, j'en profite, il reste vraiment très peu de temps, mais est-ce qu'on ne pourrait pas très rapidement, mais je ne sais pas si c'est le lieu, donc on en reparlera ultérieurement si nécessaire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas rappeler, Rémi, rapidement les exigences sur les étiquettes en matière d'identité-vigilance qui ont été pointés par le docteur du Grive qui est venu faire un audit sur l'identité-vigilance et qui avait pointé quelques défauts de conformité sur un certain nombre d'appareils, seringues autopousseuses et autres. Je ne sais pas si c'est le lieu, mais je ne sais pas non plus si on peut y répondre rapidement. Donc effectivement, il y avait des étiquettes. Je suis désolé, hein, Tim, c'est un peu coincé, donc du coup, je suis endordi. Mais donc effectivement, c'était la partie identification des patients qui était incomplète, avec soit juste un numéro de chambre et autres. Donc là, l'idée, c'est vraiment, mais c'était mis sur les diapos, hein, sur la nécessité qu'effectivement la partie risque prime, avec des étiquettes pré-imprimées. Donc là aussi, hein, c'est un relativement vieux dossier parce que ça a été fait aussi par rapport au niveau des audits. Donc là, on va relancer cette partie impression pour que ça soit homogène au niveau de l'établissement, avec la difficulté de la taille, hein, pour éviter bien évidemment que ça cache des informations sur les seringues et autres en termes de volume ou de précision, mais que quand même ça sécurise la partie d'identification et la mise en place, les horaires, etc., des injectables notamment. Voilà. Oui, j'avais vu, mais je voulais que tu réinsistes, Rémi, parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut vraiment mobiliser les équipes et les professionnels de santé sur ces pratiques. Parce que là, pour le coup, c'est quelque chose qui risque d'être regardé de très, très près et en matière d'identité-vigilance et de sécurisation pour la prise en charge du patient et pour les professionnels de santé. Donc, c'est un sujet qui est très important. Merci beaucoup. Il y avait ça, plus la préparation des injectables à l'avance également, hein, par les équipes de nuit notamment. Et ça avait été repointé quand on avait testé entre guillemets le manuel il y a un peu plus d'1 an. Donc, c'est-à-dire que la préparation en fait pour avancer entre guillemets l'équipe de jour, avec la crainte bien évidemment qu'il n'y ait plus de vérification avec la dernière prescription qui avait été pointée. Donc, il faudra être vigilant aussi sur ce point. Donc, on en arrive au point de vigilance. Voilà, Rémi, on te laisse compléter. Bon, c'était plutôt conclure, hein, donc un peu les messages clés. Donc l'information patient, donc notamment pour les nouveaux médicaments mis en place ou arrêtés, hein, et pour les médicaments notamment s'il y a un risque ou si lui-même doit avoir une action précise vis-à-vis de son traitement, et notamment s'il doit être poursuivi en ville pour s'assurer qu'il est bien approprié. Les règles des 5B, alors avant administration, mais finalement à chaque étape, hein. Je vous rappelle le bon patient, le bon médicament, la bonne dose et ainsi de suite. Avoir finalement vraiment ce côté checklist, je dirais, dans la tête de manière continue. La traçabilité systématique des contrôles, on l'a vu. L'étiquetage, on vient d'en parler. Donc voilà, l'idée c'est, pour reprendre par rapport à l'introduction, énormément d'informations qui doivent circuler, un système d'information qui doit jouer son rôle, mais une vigilance à tout moment. Que ce soit pour les médicaments notamment au risque, mais finalement également au quotidien. Et on remercie, et c'est sincère, le gros travail qui a été fait par les ingénieurs, vraiment pour essayer de structurer, pour nous pousser. C'est pas qu'on n'est pas volontaire, hein, mais c'est bien de nous pousser de temps en temps ou de nous tirer. Ça dépend si vous le prenez aussi vers le haut, c'est pas mal non plus. Voilà. Merci. Donc, on va pouvoir finir. Juste, je vous annonce le prochain atelier. Donc, il aura lieu dans 15 jours. Donc, le lundi, dans 15 jours. Je ne sais pas exactement, je crois que c'est le 4 avril. Oui, 4 avril, 9h30. Comme d'habitude. Ça sera sur la gestion des risques, globalement. Voilà.
Écoutez, merci encore d'avoir été nombreux à suivre cet atelier. Et n'hésitez pas à diffuser la vidéo qui, dans la journée ou demain maximum, sera à disposition sur l'intranet. Merci. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt.